Ça vaut la peine d'être un caméléon d'après toi? Aujourd'hui, je pense que non, mais j'ai dû passer par cette phase-là pour sortir du harcèlement, m'en remettre. Et j'ai enlevé tout ça pour assumer qui je suis vraiment. C'est parce que je veux plus jamais avoir honte de qui je suis. Clémence, bonjour. Salut Philippe. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va après 2 jours de Rio Un petit peu fatiguée là, je t'avoue que j'ai parlé non-stop pendant ces 2 derniers jours. Là, je pense que c'est le dernier moment de tout le week-end où je parle. Je vais tout donner et puis après, je parle plus pendant 1 semaine. D'accord, c'est des dernières cuillères là. Ouais. D'accord. Toute dernière. Je suis sur la réserve. Donc, John, merci d'avoir accepté cette interview. Tu travailles pour Otypique. Tu es venu en tout cas représenter aujourd'hui Otypique, qui est une plateforme, n'est-ce pas, qui permet de matcher c'est un jungle job qui permet de faire le lien entre des personnes atypiques, autistes. Entre autres. Et des entreprises qui cherchent à être inclusives. La plateforme, c'est une partie de ce qu'on propose comme service, mais c'est un peu la pierre angulaire. Magnifique. Donc on va revenir un peu là-dessus plus tard dans l'interview. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ça va être de parler de ton parcours personnel avec l'autisme, de comment est-ce que tu as... comment tu as évolué en fait avec ton syndrome, quand est-ce que tu as fait ton diagnostic, etc. Donc, pour commencer, à quel âge as-tu eu ton diagnostic ? Alors, déjà, je pense que c'est important de préciser que j'ai pas un mais 2 diagnostics. J'ai eu un diagnostic de TDAH en 2022, début 2022, et je suis en fin de parcours de diagnostic d'autisme. J'ai eu mon pré-diagnostic déjà là dans le courant de l'année, et je suis sur la toute dernière phase. Je sais pas si en Suisse c'est pareil qu'en France, mais en France on peut, quand on passe dans le privé, passer par un neuropsychologue qui va faire un premier pré-bilan et ensuite on finalise avec un psychiatre. Et donc là je suis dans la toute dernière phase avec une psychiatre, et je vais avoir le résultat final en novembre, en décembre. Donc ça c'est pour lequel Pour l'autisme. L'autisme, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu es en cours de diagnostic pour l'autisme. Ouais. Et que tu l'as quasiment terminé. Ouais. C'est intéressant, on n'a jamais eu de personne encore qui était en cours de diagnostic. J'ose te demander un petit peu comment ça se passe, ce diagnostic, quelles sont les étapes, plus ou moins, etc. Alors, ça va vraiment dépendre, là, en général, de si on passe par le public ou par le privé. En public, c'est les CRA, les centres ressources autisme en France. Il y a une liste d'attente, hein. La base, c'est qu'on attend. C'est public, hein, donc... Voilà. Et puis, on va être reçu par un psychiatre, un médecin qui est habilité à poser ces diagnostics. Et puis les parcours pour aller plus vite, mais qui coûtent plus cher aussi, c'est de passer par le privé. Et donc là, d'aller voir donc soit directement un ou une psychiatre spécialisée qui va donc pouvoir faire passer le bilan et puis poser ou non le diagnostic. Mais on peut aussi préparer le travail en allant voir d'abord un psychologue ou un neuropsychologue qui va faire un pré-bilan. C'est pas les mêmes tests, mais ça permet déjà, on va dire, de déblayer le terrain d'une certaine manière, par exemple, pouvoir peut-être écarter la piste de l'autisme ou la piste d'une autre neuroatypie et réorienter la personne vers d'autres diagnostics possibles. Ou alors, dans d'autres cas, au contraire, ça permet de confirmer ces hypothèses, en tout cas d'aller dans ce sens-là. Mais les neuropsychologues n'étant pas des médecins, ils n'ont pas le droit légalement de poser des diagnostics. Donc c'est ce qu'on appelle un diagnostic psychologique. Et pour le diagnostic médical, on doit passer par la case psychiatre. Donc 2 diagnostics, un actuellement sur l'autisme et le premier qui était sur le TDAH. Okay, donc trouble de l'attention avec hyperactivité dans mon cas. Et c'est important de le dire parce qu'on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais on va en parler, ouais. ça a un vrai impact, le fait que ça soit les 2. Donc, qu'est-ce qui a changé pour toi entre avant le diagnostic et puis maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, plein de choses. En fait, c'est pas le diagnostic en soi qui a changé des choses finalement, c'est commencer à rentrer dans cette démarche-là. Pour moi, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Je vais prendre mes notes parce que... C'est le processus de faire le diagnostic qui change des choses. C'est le processus de commencer à m'autoriser, à me sentir légitime, à me poser la question de
en fait, peut-être que tu pourrais creuser de ce côté-là. Faut dire que, alors moi, je vais avoir 40 ans là, donc je suis sur du diagnostic tardif. Et quand on a passé toute sa vie à s'entendre dire t'es bizarre, mais bon, juste t'es bizarre, et de pas savoir pourquoi, et donc de passer beaucoup de temps à s'adapter, et à se dire bon, le problème vient de moi, mais d'où vient le problème, je ne comprends pas, et pourquoi j'arrive pas à fonctionner dans le monde dans lequel on est. Au bout d'un moment, quand on commence à se dire mais cette piste-là, est-ce que ça vaudrait le coup de la creuser? Ouais, mais non, quand même, depuis le temps, tu le saurais. Moi, j'ai fait des études en psychologie, en neuropsychologie, donc en plus, je me disais, t'as fait ces études-là, t'as étudié ça à la fac, tu devrais savoir quand même si t'étais concerné. Et du coup, il y a un sentiment d'illégitimité qui est là pendant très longtemps. Tu parles de ça comme ça, en fait, hein. C'est assez intéressant de voir ça. Et un des points de bascule qu'il y a eu dans ma vie, c'est que j'ai commencé à m'interroger un petit peu. Le TDAH, ça faisait un petit moment que je me disais, bon, quand même, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, j'ai été, alors on parle pas de diagnostic, mais j'ai été évaluée précoce, on disait précoce, HPI, etc. Et ça m'a apporté une grille de lecture qui me permettait de me dire, ok, je comprends, je me sens à côté de la plaque, je me sens pas bien enserrée, j'ai plein de soucis au niveau social, mais ça s'explique par ça, ok, très bien. Et ça m'a suffi pendant un temps. Mais quand à l'âge adulte, je vois bien que je continue à avoir des difficultés, et même dans des cadres qui sont très bienveillants, très positifs, je me dis, bon, il y a peut-être quand même un truc qui cloche chez moi. Et donc je m'autorisais pas à me poser ces questions-là. Puis je commence à gratter un petit peu et j'en parle un jour à un ami. Et en étant vraiment hyper gênée, en lui disant « Ouais, je commence peut-être à me dire que l'autisme... » Et là, il m'a regardé. « Mais tu le savais pas déjà ?» Et en fait, sa totale absence de surprise a fait que je me suis autorisée là, à vraiment creuser cette piste. Je me suis dit « Ok, s'il a réagi comme ça, peut-être que ça vaut le coup que je regarde un peu. » Et en fait, là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et ça a été ça le point de bascule. C'est pas tant le résultat du diagnostic, de commencer à vraiment m'autoriser à chercher. Tu avais peur de ce diagnostic ? Non. Alors, tu t'autorisais à penser à ça. Qu'est-ce que t'empêchait avant, alors ? Je te dis, je me sentais pas légitime parce que je voyais que j'avais des difficultés, mais j'arrivais pas forcément à les nommer. Parce que je me suis beaucoup entendu dire, on m'a beaucoup dit « Oh, t'exagères, oh, fais un effort, oh, t'es un peu trop sensible. » Parce que si tu dis t'autoriser à faire quelque chose, ça veut dire qu'avant t'avais une interdiction vis-à-vis de toi-même, éventuellement quelque chose qui t'empêchait de le faire sereinement. Donc, Alors, je vois ce que tu veux dire. J'avais pas peur du résultat du diagnostic, j'avais peur qu'on me dise non mais n'importe quoi, pour qui vous prenez, vous allez très bien. J'avais peur qu'on me... Tu juges par rapport à ta volonté de te renseigner sur le sujet, quoi. J'avais peur qu'on me dise à nouveau non mais t'es juste trop sensible. Mais tu n'es pas autiste, tu n'as pas de TDAH, c'est juste que tu fais pas assez d'efforts. Ça vient d'où cette peur ? C'est des idées reçues que tu as eues ? C'est des gens qui t'ont fait ces commentaires-là ? Ça vient d'où ? Ah bah oui, c'est des commentaires, c'est que on m'a fait comprendre, ou j'ai entendu de façon explicite toute ma vie, que j'étais soit trop, soit pas assez. J'ai subi du harcèlement scolaire pendant quasiment tout le primaire et tout le collège. On pourrait y revenir. Et voilà, donc c'était cette impression qu'on me renvoyait en permanence que j'étais à côté de la plaque, soit je prenais trop de place. Et c'est pour ça que c'est important de parler à la fois de TDAH et d'autisme, parce que le côté prendre trop de place, par exemple, c'est quelque chose que des personnes TDAH peuvent vivre aussi. Bien sûr, complètement. Le fait d'être très expressif, alors ça, on le sent aussi quand je parle des sujets qui m'intéressent, où j'oublie complètement, je perds la notion du temps, et je peux en parler hyper longtemps. Quand j'étais plus jeune, en famille, à table, mes frères, ils disaient elle nous fait des exposés sur ces trucs, ça nous saoule. Et ils disaient pas ça méchamment, mais c'est juste que voilà, c'était soit je prends trop de place, soit mais arrête d'être trop timide comme ça, t'es trop discrète. Donc j'arrivais jamais à placer le curseur au bon endroit.
Est-ce que tu avais une envie de prendre plus de place ou bien c'est juste que tu savais pas trop où te mettre et pas que tu n'avais pas envie de te mettre nulle part, mais c'est juste que tu es là, bon, est-ce que je dérange, est-ce que tu avais un besoin de faire plus ou bien tu te situais où par rapport à ça? Je pense que je me suis beaucoup adaptée pour devenir un espèce de caméléon quand j'étais très jeune, quand j'étais petite. J'étais un enfant très sociable, très démonstrative, j'étais très joyeuse, je faisais le spectacle tout le temps. Et puis, à un moment donné, bizarrement, à l'époque où le rejet, j'ai commencé à vraiment le sentir de façon très prégnante, je suis devenue une enfant très timide. Donc clairement... Ça, c'est au moment du harcèlement, c'est ça ou bien c'est... C'était... c'est au moment où le harcèlement a commencé. Enfin, je pense que ça a commencé avant, mais que je m'en rendais pas forcément compte. Je sentais le rejet. Je voyais que j'avais des difficultés. Ma mère, elle est allée voir mes profs quand j'étais en primaire pour leur demander comment je pouvais faire pour me faire des amis, parce que j'y arrivais pas. Je me suis rendu compte que j'ai dû aussi très vite cacher des choses à ma famille, parce que je me rappelle, ça c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais gamine, j'ai dit à ma mère que j'arrivais pas à me faire des amis et que je tournais autour des arbres dans la cour de récré. Tu dis de manière figurée ou de manière... Non, je tournais vraiment autour des arbres. Ok, d'accord. Et t'avais conscience de dire, ta maman, je tourne autour des arbres. Ouais, et d'accord, en fait, ma mère, ça l'a fait pleurer. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai dit un truc qui fait pleurer maman, ça doit pas être bien, donc je vais plus lui dire. Oh là là, ok. Ouais, tu te mets toutes celles là-dedans en fait, hein. C'est ces personnes qui t'a conditionné à ça, c'est toi avec ton interprétation de la situation qui te... Donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, effectivement, je tournais autour des arbres et j'avais pas d'amis. Donc... D'accord. Et effectivement, il y a eu ce truc où ma mère est allée voir un prof, donc à l'école primaire. Je sais pas quel est le système scolaire en Suisse. J'ai aucune idée en termes d'âge parce que ça fait trop longtemps. Mais alors, en âge, on va dire, je devais avoir 7-8 ans, peut-être. Le retour, ouais. Je pense que l'école primaire, c'est la même chose. La secondaire, nous, on commence en... Bon, avant, on commençait en 6e, maintenant, on commence en 8e, parce qu'ils ont avancé de 2 ans partout, parce qu'il y a l'école enfantine qui est prise en compte, qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était 6, 7, 8, 9, et maintenant, en France, c'est 6, 5, 4, 3, je sais pas quoi. Bref, c'est... Je t'écoute. Je sais que quand j'avais en gros 7-8 ans, donc j'arrivais pas à me faire des amis à l'école. J'en avais parlé à ma mère qui est allée voir mon prof, qui est allé demander à des élèves de la classe du dessus d'essayer d'être amis avec moi. Et moi j'étais... Vraiment, vous croyez que ça va marcher? Et je me suis retrouvée avec 2 filles d'une classe du dessus qui étaient face à moi et qui savaient pas quoi dire et pas quoi faire. Et bon, ça n'a pas marché, effectivement. Et à cette époque-là, c'était difficile, mais il n'y avait pas encore trop de harcèlement. Ouais. Et ça, c'est arrivé après. C'était déjà arrivé de faire genre pote avec la classe parallèle plutôt? Non. Même pas du tout? Non, j'étais dans un petit établissement, donc il y avait 1 ou 2 classes par niveau, c'est tout. D'accord. Tout le monde se connaissait. Et D'accord, ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as vécu comme harcèlement, si tu souhaites en parler? J'aimerais savoir un petit peu concrètement quelles ont été les actions qui ont été menées contre toi. Et puis, en quoi est-ce que l'autisme aurait pu avoir une responsabilité en quelque sorte? L'autisme n'est jamais responsable de harcèlement, on est d'accord, c'est responsable, c'est les connards qui le font. La question, c'est surtout en quoi est-ce que l'autisme a eu un impact là-dedans, ou bien il a augmenté les chances d'être harcelé. Je sais pas comment le phraser ça, mais tu m'as certainement compris. Alors, c'est dur à dire qu'est-ce qui faisait que... Je pense que c'est simplement les enfants, ils perçoivent très bien ceux qui sont différents. Et globalement, j'étais bonne élève. Mes parents m'ont dit longtemps, c'est parce qu'ils sont jaloux de toi, mais je pense que c'est pas suffisant pour se faire harceler. T'en as qui étaient bonnes élèves et qui se faisaient pas harceler pour autant. Je pense que j'avais une démarche bizarre à l'époque. Ouais. Je marchais complètement penchée en avant. J'avais un look étrange aussi parce que je m'en foutais de la mode, mes parents s'en foutaient de la mode, donc du coup je mettais des vêtements confortables et c'est tout. Et à un âge où quand t'es adolescent, préadolescent, c'est un truc qui est important, l'image que tu renvoies. Moi je rentrais pas dans ces codes-là.
Et puis je pense que je savais pas comment faire en fait pour sociabiliser avec les autres. Les choses qui les intéressaient m'intéressaient pas. J'ai passé pas mal de temps dans des livres. Et puis après, c'est cette espèce de cercle vicieux de tu te fais moquer. Donc tu me demandais des exemples, ça a été beaucoup d'insultes, ça a été des brimades physiques. Une fois, je me suis retrouvée, on m'a accroché à un poteau au milieu de l'école et puis tous les gamins m'ont donné des coups de pied. Ah ouais. Et le surveillant était à côté et savait même pas quoi faire en fait. Et si tu veux, les adultes étaient complètement démunis. Mes parents savaient pas quoi faire. Mes parents m'ont dit un jour plus tard, mais en fait on avait peur que si on change d'établissement, ça recommence pareil ailleurs. Donc moi j'ai intégré fort aussi le fait que le problème il venait de moi. Et pas des autres. Qui te harcelaient, bien sûr. En fait, alors c'était assez étrange parce que je me souviens très distinctement de fois où je me regardais. On m'a beaucoup fait des critiques sur mon physique aussi à l'époque. J'avais les dents en avant parce que j'avais sucé mon pouce. J'ai eu un appareil dentaire après. Et donc ouais, c'était beaucoup des critiques sur mon physique. Et je me souviens que je m'étais regardée dans le miroir et que je me disais mais enfin, je suis pas si horrible que ça, quoi. Je comprends pas pourquoi ils s'en prennent à moi. D'accord. J'ose te demander, je sais pas quelle pensée pertinente, mais ça m'intéresse quand même de savoir si tu as des exemples d'insultes concrètes que tu as pu recevoir. J'ai alors un exemple très concret aussi. Je passe dans un des couloirs du collège et il y a une fille qui est une classe au-dessus. En plus, c'est un garçon qui me croise et la fille, elle est en train de pleurer. Et le garçon est en train d'essayer de la consoler et j'entends et il lui dit mais non, mais t'es pas moche, regarde, elle est moche, en me montrant du doigt. D'accord, c'est du harcèlement, complètement. Et voilà, et après c'est des trucs de on t'arrache ton sac. D'accord. On se moque de toi. Je pense qu'il y avait aussi des moqueries sur le fait que ça c'était un peu plus tard, plus vers 13-14 ans, où je comprenais pas les codes non plus. Les filles populaires qui s'amusaient très souvent à me demander alors t'as un petit copain, alors que elles savaient très bien que c'était pas le cas. Bien sûr, elles veulent montrer leur supériorité d'après elles, d'après leur point de vue, bien sûr. C'est ça. Ouais, bien sûr, ouais, complètement. Et ça c'est comment tu as réagi toi par rapport à ces harcèlements? Est-ce que tu t'es défendu, tu es resté passif par rapport à ça? Est-ce que tu en as certainement parlé un petit peu? Tu m'as dit que tout le monde était démuni autour de toi pour t'aider. Donc comment tu as fait pour t'en sortir? Quand j'ai essayé d'en parler, comme j'ai vu que personne savait quoi faire, en fait j'ai arrêté assez rapidement. Ça reste associé à des années très douloureuses, donc en fait la solution que j'ai eue, ça a été de fuir. C'est-à-dire que j'ai encaissé jusqu'à la fin du collège. Les 3 dernières années en France, c'est seconde, première, terminale, c'est au lycée. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, j'ai fait une dérogation pour aller dans un lycée où je savais que je ne retrouverais pas mes harceleurs. Donc j'ai pris le prétexte de prendre une option. T'as pris le risque. Donc la peur, la crainte à la base, qui était que tu vis la même histoire en étant ailleurs. Ça, c'était la crainte de mes parents. Ah, de tes parents, d'accord. Donc en fait, tu t'es dit, bon, vas-y, là, c'est soit je fais rien et on reste dans ce même cadre, en fait. Ouais. Soit je me casse, on va ailleurs et puis on espère que ça passe, quoi. En fait, j'avais changé, j'ai eu un peu cette transformation physique aussi entre l'avant-dernière et la dernière année du collège où on m'a retiré mon appareil dentaire, je me suis coupé les cheveux, j'ai commencé à regarder un peu comment mieux m'habiller parce que ça m'intéressait. Et bon, ça n'a pas arrêté le harcèlement, mais quand j'ai débarqué dans un lycée où personne ne me connaissait en seconde, je me suis dit là c'est l'occasion de tout reprendre à zéro. Personne ne me connaît, c'est une page blanche, donc je peux réinventer complètement qui je suis. Et c'est un truc qui m'a suivi. J'ai adoré les déménagements, changer d'établissement, arriver dans des nouvelles écoles, dans des nouveaux boulots, parce que pour moi c'était toujours l'occasion de faire une nouvelle itération de qui j'étais, d'encore plus m'adapter pour que en face les gens soient contents. Et le but
été atteint, puisque au lycée, personne m'a harcelée. Je m'entendais bien avec tout le monde. J'étais la plus transparente possible. J'ai même été déléguée de classe une année. Et ça m'a confirmé, en fait, de ce truc de... En fait, si tu t'adaptes et que t'es un caméléon, ça va marcher, finalement. Ça vaut la peine d'être un caméléon, d'après toi ? Aujourd'hui, je pense que non, mais j'ai dû passer par cette phase-là pour sortir du harcèlement, m'en remettre. Et ensuite, il m'a fallu des années, jusqu'au diagnostic, pour enlever toutes ces couches que j'avais construites, d'un espèce de personnage pour finalement assumer qui j'étais vraiment. Et en fait, ce qui a changé depuis que j'ai entamé ma démarche diagnostique, c'est d'enlever tout ce qui a été que j'ai ajouté pour être quelqu'un qui plaise à la société, pour être sûr de ne plus me faire critiquer, de ne plus me faire attaquer. Et j'ai enlevé tout ça pour assumer qui je suis vraiment. Et aujourd'hui, j'ai plus honte de qui je suis, j'ai plus honte de ma façon de fonctionner. Ouais. C'est pour ça que je me suis fait tatouer fier sur les phalanges. C'est parce que je veux plus jamais avoir honte de qui je suis. Il y a un moment d'émancipation en fait par rapport au caméléon et à qui tu es réellement, quoi, c'est ça ? Ouais. D'accord. Donc il y a une question de temps au final qui t'a aussi permis d'avoir certains centres d'intérêt qui t'ont permis d'être moins la souffre-douleur de tes camarades, c'est ça, hein ? Quand je dis le temps, c'est-à-dire les années qui sont passées, tu as eu des centres d'intérêt qui se sont développés, etc. Et puis t'as fini par trouver ton identité aussi d'une certaine manière et t'étais aussi dans un contexte qui était différent du premier, où il n'y avait pas de harceleurs. Et du coup, c'est ça qui t'a aussi vachement aidé, j'imagine. Je pense que j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidé, parce que donc je suis passée de je me fais harceler à je suis dans un environnement neutre. Je savais que les gens avec qui j'étais au lycée, avec qui j'étais à la fac après, c'est pas des gens que j'ai choisi de côtoyer. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt non plus, mais bon, on était en classe ensemble tous les jours, donc je faisais en sorte que ça se passe de la meilleure façon possible. Mais c'était pas des amis. Et d'ailleurs, les gens avec qui j'étais au lycée, la dernière fois que je les ai vus, c'est le jour où j'ai récupéré les résultats du bac. Après, on s'est jamais revus. D'accord. Et je pense que, je sais pas s'ils le sentaient, mais en tout cas pour moi c'était assez évident qu'on se côtoyait, on l'avait pas choisi. Et à l'époque, c'était les débuts d'Internet, Internet a sauvé ma vie sociale. Parce que c'est là où pour le coup j'ai rencontré des gens qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi, avec qui c'était plus facile de communiquer. Et ça a été un premier pas vers autre chose. Comment est-ce qu'il est ton cercle amical aujourd'hui ? Il est super varié. Après avoir eu ces années de rejet et de harcèlement, je pense que j'ai eu un gros besoin de compenser. Et donc j'ai passé toutes les années qu'on suivit à avoir cette impression de j'ai trouvé la formule magique. Maintenant je sais comment faire pour me faire des amis. Avec Internet c'est plus facile. Et donc du coup... Parce que t'as une espèce de mur en fait avec Internet. C'est que t'es pas directement exposé à une personne en face à face aussi. C'est pas le côté de l'exposition. C'est vraiment plus... C'était les débuts d'Internet. Donc c'était vraiment des gens qui, comme moi, s'intéressaient à l'informatique. Moi, je suis passionnée de tech, d'informatique depuis toujours. Hein. Ça, c'est ton centre d'intérêt spécifique, c'est un de mes intérêts. J'en ai pas mal des centres d'intérêt, mais l'informatique, c'est un des tout premiers. Et du coup, je dis souvent en rigolant à des amis que, à l'époque, j'étais vraiment une ado, une grande ado, avec une dégaine un peu rock, etc., comme aujourd'hui, mais qu'à l'intérieur, j'étais un petit informaticien barbu, quoi. Vraiment. Et tous mes potes, à l'époque, c'était des informaticiens barbus qui étaient en formation d'ingénieur informatique. On s'intéressait au même truc. Qui étaient aussi autistes eux-mêmes ou bien pas forcément ? Alors à l'époque, le mot n'existait pas, le mot n'existait pas. Il y avait encore plus de stéréotypes que maintenant, donc, mais avec le recul, je pense que très certainement, oui, il y en a un paquet qui l'était. D'accord, ouais, d'accord. Ouais, bien sûr.
Donc actuellement, là, c'est quoi un petit peu ton activité principale? Qu'est-ce que tu fais donc, comme métier? On a parlé avant d'Otypique un petit peu, donc c'est pas la seule activité non plus, si je me trompe pas. Alors, j'ai plein de casquettes à la fois. Quelles sont tes casquettes? Ça, c'est la partie TDAH qui fait que j'ai besoin de varier beaucoup dans ma vie, sinon je m'ennuie vite. Et donc, je suis actuellement freelance, mais j'ai toute une partie de mon temps que je consacre à Otypique, on y reviendra. Je suis designer de profession. Designer graphique? Alors, designer de plein de choses à la fois. Designer, c'est aussi nos amis. Il y a aussi quelques personnes qui nous regardent en fait pour info. On a un petit public sympathique là. Mais du coup, tu es designer. Quel genre de design tu fais? Alors, je peux te faire la liste. Je fais du game design, je fais du narrative design, je fais du graphic design, UX design, UI design, product design, design immersif. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai fait ça, c'était un réflexe. Je me suis même pas rendu compte que je Donc voilà, en général, je dis designer multiclassé. En vrai, j'ai commencé à faire du game design, j'ai conçu des escape games, puis je me suis rendu compte, et puis après j'ai conçu tout type de jeux. Game design, pas forcément de la programmation pour des jeux vidéo, peut-être aussi. Pas la programmation, mais concevoir, imaginer les mécaniques de jeu, c'est ça le game design. D'accord, ok, ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est cool ça, comme j'adore ce genre de métier, je trouve ça trop cool. C'est hyper intéressant. Tellement difficile, mais tellement stylé. C'est chouette. Mais c'est chouette aussi quand... c'est stylé, mais c'est dur aussi quand on se rend compte que finalement, le game design c'est cool, mais c'était pas vraiment ça qui me faisait vibrer. Et quand tout le monde te dit « Ah, ce métier est trop cool, ça te va trop bien », c'est dur de se détacher de ça. C'est un peu comme quand t'es avec quelqu'un et puis tout le monde vous dit « Ah, vous êtes trop bien ensemble, vous êtes trop mignons tous les deux, vous êtes trop bien assortis », et toi t'es... Je crois que j'ai pas l'étincelle en fait, il faut que je quitte cette personne. J'avais exactement ça avec le game design. C'était cool, mais c'était pas ça qui me portait le plus. Bon, au final, c'est toi qui vis ça à la première personne. Et c'est assez bien que tu le mentionnes aussi, hein, dans le sens où c'est pas les gens qui doivent définir ton futur, c'est toi qui le définis aussi. Enfin, même pas aussi, c'est toi qui le définis, point. Ouais. Et je pense que tu le sens au fond de toi, en fait, hein, ce qui est fait pour toi, ou bien si c'est pas fait pour toi, tu le sais aussi. Donc ça reste courageux de réorienter si besoin. Mais c'est bien de préciser ce que tu viens de dire, en fait. C'est marrant que tu dises c'est courageux, parce que c'est un truc que je me suis beaucoup réorientée. Là, je t'avais fait la fin de l'histoire. Je suis designer aujourd'hui, mais j'ai eu 1000 métiers avant. Je me suis un peu vue comme Jarod, le caméléon, justement, à pouvoir changer de plein de métiers. J'ai été journaliste pendant 5 ans. J'ai fait des études de psycho, de sociaux, de neuropsycho. Enfin voilà, j'ai cherché à plein d'endroits ce qui pouvait me porter, ce qui m'intéressait. Je suis allée creuser. Les recruteurs, ils regardent mon CV, ils comprennent pas en général. Ils sont non, vous savez pas trop ce que vous voulez dans la vie. Et on m'a souvent dit t'as du courage, tu t'es réorienté plein de fois, t'as arrêté la psycho à 1 an du diplôme pour faire de la radio. Et en fait, à chaque fois, je dis mais c'est pas du courage. Moi, j'ai sauvé ma peau. C'est parce que si je restais là, j'allais tomber en dépression profonde. Et c'était le plus dur, c'était pas d'aller faire autre chose, c'était de rester. T'as vécu un effondrement qui t'a sauvé la vie pendant le Covid. Pourrais-tu m'en dire plus par rapport à ça? Je sais pas si c'est un lien avec ce qu'on dit là, mais j'ai pris cette note-là et j'ai l'impression que c'est plutôt approprié de la mettre maintenant. Ouais, alors c'est pas l'effondrement qui m'a sauvé la vie, c'est plutôt le Covid. C'est le fait que, en gros, j'ai fait un burn-out carabiné, un vrai effondrement, mais j'ai passé, avant cet effondrement, énormément de temps à tirer sur la corde. Et à, justement... me conformer à ce qu'on me disait, c'est-à-dire non mais si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas essayé suffisamment, c'est que tu n'as pas fait assez d'efforts, essaye encore et ça finira par payer. Et donc j'ai changé de carrière, j'étais journaliste et au bout de 5 ans j'en pouvais plus d'être précaire, donc je suis allée faire autre chose. C'est comme ça que je suis arrivée dans le game design. Là je te fais la version accélérée, sinon il y a encore dans 3 jours. Okay. J'ai fini par quitter l'emploi où j'ai appris les bases du game design, où j'ai dirigé un escape game, etc. parce que justement c'était pas des bonnes conditions de travail et ça m'a mis vraiment sur
sur la rampe de lancement pour le burn-out. Mais j'ai continué à travailler après ça, en me disant je ne peux pas m'arrêter. L'idée d'un arrêt de travail, c'était impossible. Et quand j'ai quitté cette boîte, je me suis mise à mon compte, c'était plus envisageable du tout, en fait. J'étais, là, maintenant, je suis à mon compte. Alors, j'ai le chômage pendant 2 ans. J'ai été annulé. Pardon, continue. T'as eu le chômage pendant 2 ans. Donc je me disais, j'ai le chômage pendant 2 ans, mais il faut pas que je reste sans rien faire, parce que dans 2 ans, c'est fini. Il faut que d'ici là, j'ai déjà suffisamment de clients pour que ça tourne bien. Donc en fait, je peux pas m'arrêter. Donc j'ai continué, dès que j'ai quitté mon emploi, à travailler en freelance, à bosser sur des projets, des missions, alors que j'étais en train de repousser le burn-out, en fait. Et le Covid est arrivé, et le confinement. Et à l'époque, donc, je faisais de la conception d'escape game, je bossais sur des gros projets qui prennent du temps, en général, à se lancer. Et puis, confinement, Covid, tout ça, avec les loisirs immersifs où t'enfermes des gens, ça marche pas très bien. Donc du coup, tous les projets sur lesquels je bossais se sont arrêtés net. Et pour certains, c'était même pas encore signé, parce que ça prenait des mois à être signé. Et donc je me suis retrouvée au chômage technique. Et c'est là où mon corps, il a dit « Bon, maintenant là tu n'as plus le choix, effondre-toi parce que tu as une fenêtre de tir pour ça. » Et en fait, là j'ai été dans un état où... C'est comme quand on tombe malade quand on est en vacances. Oui, complètement, ouais. Mon cerveau, il a fait la même. Là, il a dit, là, tu n'as plus le choix, tu peux plus repousser, tu peux plus... J'ai un rapport au travail qui est aussi... je pense j'ai été workaholic à un moment, parce que le travail m'apportait aussi des choses positives. Et du coup, voilà, là, j'avais plus le choix. Donc, je me suis effondrée complètement. Et au point que... je n'étais plus capable de sortir de mon lit et je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore de piste, je n'avais pas encore effleuré l'idée de l'autisme, etc. Et j'étais, pourquoi je suis fatiguée à ce point ? Mon boulot était fatigant il y a 1 an, mais ça fait 1 an que je suis partie. Et en fait, c'était juste que c'est à ce moment-là que j'ai tout décompensé. Donc en fait, ça a poussé. Et après, tu es tombé. Mais tu es tombé de manière relativement contrôlée, en fait, j'imagine, parce que vu qu'il y avait le Covid, de toute façon, il y avait plus rien à faire. Voilà. Vu que ton activité était basée sur des choses qui étaient de seconde nécessité, vues par l'État, en tous les cas, au moment du Covid. Donc du coup, c'était fermé. Ouais. Et là, tu as eu ton espèce de bulle temporelle. C'est ça. Et là, boum. C'est ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait, j'aurais continué à travailler malgré l'épuisement. Ouais. Et j'aurais fini en maison de repos, parce que j'aurais fini par... En fait, c'est mon corps qui m'aurait lâché avant la tête. Ouais, et c'est pas parce que je travaillais trop à cette époque-là. C'est juste que le burn-out m'avait déjà cramé. J'ai vécu quelque chose de similaire, mais à une moindre mesure que de toi, mais où tu te rends compte de l'importance du repos aussi et de prendre soin de soi. C'est impressionnant l'impact que ça peut avoir. Je l'ai vécu il y a quelques semaines seulement. Une première fois que je prenais des vacances depuis plus d'1 an. Je me suis dit, heureusement que j'ai 26 ans et puis pas 50 ans, quoi. mais c'est vrai que c'est important de le dire. Et comment tu aurais pu faire autrement avant pour ne pas arriver dans un tel état au moment du... Est-ce qu'on peut appeler ça un burn-out ? Comment est-ce qu'on peut appeler ça concrètement ? Pour moi, c'est un burn-out, c'est un effondrement autistique que j'ai fait, clairement. Ok, parce qu'on parle d'effondrement autistique, je t'avoue que je connais pas trop le terme médical ou quoi, donc... J'étais dans un brouillard cognitif permanent. C'est-à-dire que j'étais ralentie, j'étais plus capable de réfléchir, j'étais plus capable de... C'était pas une dépression. J'ai jamais fait de dépression de ma vie, je pense, j'ai jamais eu d'idées noires, mais par contre, c'est une espèce de sensation d'épuisement complet. C'est comme si on m'avait pompé toute mon énergie. Et mon énergie aussi, ma capacité à réfléchir, à me concentrer. Incapable de lire, incapable de faire quoi que ce soit. J'étais une espèce de zombie. Autant j'aurais pu te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire pour ne pas que ça arrive.
autant ça serait aussi pertinent d'après moi de te demander qu'est-ce que tu as mis en place pour ne plus que ça réarrive. Ouais. Bah alors, je pense que j'aurais pas pu faire autrement que ce que j'ai fait parce que je n'avais pas de diagnostic à l'époque et que donc avant d'avoir ce burn-out là, j'ai eu plein d'autres moments dans ma vie où j'ai fait des mini burn-out, où j'ai fait une semaine à la fac à une époque, une semaine où je me levais le matin et en fait je me recouchais tout de suite jusqu'au soir. Je me réveillais, je me rendormais et une semaine comme ça, à être incapable de sortir de mon lit et à pas comprendre parce que j'étais pas déprimée, mentalement ça allait très bien, mais je comprenais pas pourquoi j'avais absolument plus aucune énergie et j'étais épuisée. Donc en fait, tant que j'avais pas la source, l'origine derrière ça, ça aurait pu continuer longtemps. Là, ce que j'ai mis en place maintenant que je sais à quoi c'est lié, tout ce process long, ça a été ces dernières années d'identifier qu'est-ce qui me fatigue. Qu'est-ce qui fait que mon énergie, elle fuit comme ça, elle se décharge comme un vieux téléphone qui a une batterie trop usée. Et donc, depuis 3 ans maintenant, je fais du tracking de mon humeur que j'associe à chaque fois avec de mon état d'énergie et que j'associe avec ce que je fais au quotidien comme activité. Sous quelle forme tu fais ce tracking? J'utilise une application qui s'appelle Delio, et donc j'ai des courbes, etc. Et ça m'a permis, en bon autiste, d'identifier des patterns. Tiens, c'est marrant, quand je sociabilise avec les gens trop longtemps, je suis fatiguée après. Je m'en avais pas rendu compte. Tiens, c'est marrant, quand je suis dans un environnement qui est très très bruyant, après je suis fatiguée. Et en fait, avant, c'était une espèce de fatigue qui était une espèce de masse de fatigue informe. Et ça m'a permis de préciser beaucoup plus finement qu'est-ce qui me fatigue en fait. Quelles sont les actions qui ont un effet, qui vont attaquer mon énergie. Et puis, à côté, quelles sont les actions qui, au contraire, vont me redonner de l'énergie, vont me permettre de me reposer. Ça, c'est un truc aussi, où j'y reviens, c'est important de savoir qu'il y a l'autisme et le TDAH, parce que rester juste sans rien faire à dormir, je peux pas, ça me repose pas. J'ai besoin de faire des choses pour regagner de l'énergie, et ça peut paraître paradoxal. Mais quand on connaît pas les profils mixtes, on te dit mais c'est normal que tu sois fatigué tout le temps, tu fais toujours des trucs. Ouais, mais non. Non, en fait, j'ai aussi besoin d'avoir une stimulation cognitive, une stimulation intellectuelle sur des choses qui m'intéressent, sur des centres d'intérêt, pour regagner en énergie. Et bien sûr, parce que stimulation plus physique repose le côté mental en fait. Du côté pas moi, c'est le côté mental. Je sais pas. C'est pas juste que physique en fait, c'est vraiment juste que je sais que aujourd'hui, par exemple, un de mes intérêts spécifiques, c'est l'art immersif, le théâtre notamment, et je me souviens, après avoir passé une journée de boulot absolument épuisante, où j'aurais pu me reposer, mais je préfère maintenir une sortie que j'avais avec une amie, on devait aller voir une pièce de théâtre. Et mon coloc ne comprend pas, il me dit mais t'es au bout de ta vie là, pourquoi est-ce que tu sors quand même? Et je lui dis mais non, là en fait je suis fatiguée, mais j'ai besoin de faire cette sortie, je sais que c'est ça qui va me permettre de regagner de l'énergie, c'est pas de rester sous ma couette à rien faire. Mais c'est dur de faire comprendre ça quand tu sais pas pourquoi tu fonctionnes comme ça et que tout le monde te dit c'est pas normal. Je trouve ça génial et original et hyper intéressant de te découvrir grâce à une application qui permet de traquer tes humeurs. Ça veut dire qu'il y a aussi un côté de discipline de ta part, à chaque fois référencer tes humeurs à penser, à chaque fois référencer... L'appli elle est bien faite, ça m'aide, hein. J'ai un rappel 3 fois par jour, j'ai pu tout configurer, puis j'ai fait ça au fur et à mesure. En fait, tu connais tes besoins spécifiques par rapport à ça et tu customises l'application par rapport à tes besoins. Donc, en termes de notification, de fréquence, de notification, de je sais pas quoi. Je reste une geek, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu automatises le plus que tu peux et ça devient ton assistant automatique en fait. Et aujourd'hui, après 3 ans maintenant, je sais. Donc je suis peut-être un peu moins rigoureuse sur la façon dont je remplis ça, mais parce que je sais beaucoup mieux identifier et donc je sais beaucoup mieux anticiper aussi. Tu vois, là on est dans un environnement où il y a du bruit, maintenant j'ai des bouchons pour les oreilles pour essayer de me sauver un peu d'énergie dès que les environnements sont bruyants. Je ne me
force plus. Un truc qui est récent, c'est qu'avant, j'avais toujours cette espèce de bataille interne entre j'ai envie de voir du monde, mes amis, de sortir, de sociabiliser, mais en même temps, ça me bouffe une énergie pas possible. Et pendant très longtemps, comme j'avais manqué de ce côté amical, etc., j'étais toujours en train de dire non, je vais privilégier quand même les amis, le fait de sortir. Puis ça aussi, ça a contribué à me cramer. Aujourd'hui, je sais que si je dis à mes amis, en fait là, je suis épuisée, donc désolé, on se verra une autre fois, ils seront toujours là. Comment t'es venue l'idée de vouloir faire ce tracking ? Genre, t'as ton diagnostic, tu te dis ah non, il faut que j'arrive à me connaître. Et du coup, tu mets ça en place. Quel était le trigger qui t'a dit vas-y, j'ai besoin de faire un tracking sur moi-même pour comprendre comment je fonctionne? Je pense que... Alors, ça s'est pas fait tout de suite après, mais j'ai vu une psychologue à une époque. C'était bien avant dans mes histoires de diag, etc. Mais j'avais fait tout un suivi avec elle et on avait travaillé, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille à l'époque, on a travaillé sur l'identification des émotions. Parce que j'arrivais pas bien à identifier mes émotions. C'est un truc qui est assez courant quand on est autiste, a priori. Bien sûr, ouais. Je sais pas si la psy a soupçonné ça elle-même, mais en tout cas, on a travaillé là-dessus pendant 2 ans. Et puis après, ça allait bien dans ma vie, donc j'en ressentais pas le besoin. Puis il y a un moment où ça allait moins bien, j'étais dans une histoire amoureuse compliquée. Et en fait, là, je me suis dit, je vais faire ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Et je vais... suivre mes émotions et regarder mon humeur au fil de la journée, ça m'aidera à mieux avoir conscience de comment je me sens. Et puis ça m'aide aussi, je me suis rendu compte que ça m'aidait aussi, en fait au départ c'était vraiment pour les émotions, donc ça m'aidait aussi à me rendre compte que s'il y a des moments où ça va pas bien, c'est temporaire, parce que ça finit toujours par aller mieux. Donc après moi je suis quelqu'un qui est de manière générale très optimiste, mais qui du coup j'ai eu tendance longtemps à ne pas accepter mes propres émotions négatives, parce que je pense que c'était une façon d'être dans un mode de survie quand j'étais plus jeune. Je pouvais pas me laisser rattraper par des idées noires de la dépression quand je me faisais harceler, sinon c'était fini. Et donc du coup, j'ai été dans cette espèce d'excès de positivité pendant longtemps. Et là, le fait d'avoir un tracking de mes émotions, ça m'a aidé d'abord à les nommer mieux, plus souvent. C'est une espèce de gymnastique, quoi. Et puis... ça m'a permis aussi, ça je m'en suis rendu compte avec le recul, mais à plus dire tout le temps ça va bien, et à accepter que des fois ça va pas, et que c'est pas grave et que ça va passer. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre à mieux ressentir les choses. Je me revois vraiment il y a quelques années, c'était au moment, j'ai commencé à me poser des questions sur le diagnostic, etc. Et j'avais cherché sur Google « How to feel the feelings », comment on fait pour ressentir les choses. D'accord. J'ai l'impression que je sens qu'il y a des choses qui sont coincées, je ne sais pas comment faire pour les ressentir et que ça sorte. Et ça a été vraiment ce travail d'introspection et d'auto-étude, en fait. Je me suis pris comme objet d'étude de façon très, très méthodique. Ouais, bien sûr. Et pour évaluer, ok, dans cette situation, tu réagis comme ça. Dans cette situation, ça te prend de l'énergie. Et finalement, mieux comprendre comment je fonctionne. Est-ce que maintenant, donc, si j'imagine un petit peu ton processus, dis-moi si je me trompe. Au début, tu as un objectif, c'est de te connaître davantage. Donc du coup, tu fais ce tracking de tes émotions pour savoir dans quelle situation tu te sens comment, etc. Tu vois des données, et ces données-là sont vitales pour toi parce que tu pars de rien à avoir des données. Mm-hmm. Donc, et tu sais qu'avec ces données-là, tu vas être mieux, tu vas être plus épanoui, tu vas être plus heureuse en général. Lorsque ton objectif est accompli, l'importance de ces données devient moindre parce que tu les connais déjà et c'est pas en mettant 10 milliards de plus que tu vas avoir des résultats différents. Mm-hmm. Donc, il y a cependant, alors là je parle en tout cas pour moi et j'imagine que ça va être quelque chose de similaire pour toi, il y a toujours un élément dans ta vie que tu n'as pas forcément attendu, une nouvelle situation que tu n'as jamais eu l'opportunité d'expérimenter. Et du coup, tu as une donnée qui te manque dans ton tableau là. Mm-hmm. Est-ce que dans ce genre de situation-là, tu arrives à reprendre ton tracking et ajouter cette donnée-là
pour voir comment gérer ce facteur-là, ou bien quelle est ta méthode maintenant que tu as déjà toute cette base de données, mais que tu as peut-être un peu perdu le réflexe d'à chaque fois mettre à jour le truc parce que tu as su comment faire avec. Comment tu fais quand tu as une nouvelle situation où tu connais pas trop comment tu réagis? En fait, même si la situation en elle-même elle est nouvelle, j'arrive à décomposer quand même. En fait, je sais, par essence, que quelque chose que j'ai jamais fait avant, ça va être plus coûteux pour moi. Parce que justement, je vais découvrir. Quand je découvre, en général, j'ai toujours une phase d'observation pour un petit peu capter tout ce qui se passe, savoir comment moi je dois m'ajuster. C'est toujours le radar, et après, hop, on reconfigure. Et donc, du coup, dans une nouvelle situation, je sais que ça va me coûter plus en énergie, mais le contexte a une importance aussi. Si c'est une nouvelle situation avec des gens que je connais, ok, ça va. Il y a plein de facteurs. En fait, ça dépend combien de paramètres varient. Oui, bien sûr. Si c'est une nouvelle situation, ici, là, c'est une nouvelle situation, mais je parle d'un sujet que je maîtrise, moi. Je parle avec des gens que j'ai appris à connaître depuis 2 jours, donc c'est plus simple aussi pour moi. On a bu un champagne, on a fait un resto, c'est bon. Voilà. Donc du coup, tu vois, c'est tous ces paramètres-là qui vont faire que... Et en fait, ça, je pense que j'ai aussi appris à évaluer les situations et du coup à mieux anticiper, même quand c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, à savoir si ça va me coûter plus ou moins. J'arrive à mieux prévoir. D'accord. Donc t'as quand même plus de background en fait qui te permet de mieux assimiler les différentes situations. J'ai une base de données. En fait, tu vois, quand j'ai commencé à entamer cette démarche, le processus de diagnostic, un des trucs que j'ai fait, qui s'est fait naturellement, hein, c'était pas moi qui ai décidé, ça s'est juste fait tout seul. Mon cerveau, il a commencé à passer en revue tout mon historique, tout mon passé, avec cette grille de lecture-là. Ah, mais t'es autiste, mais en fait, c'est ça qui explique que dans telle situation, il s'est passé ça et t'as réagi comme ça, etc. Et donc, c'est comme si j'avais une espèce de moulinette qui passait toute mon histoire en revue et qui, justement, allait reclasser les situations, analyser, comprendre, comparer. Et que ça me faisait une base de données du vécu d'avant. Et qu'à partir de ce moment-là, toutes les nouvelles situations, elles venaient s'ajouter à cette base-là, avec toujours cette grille de lecture. Et donc aujourd'hui, maintenant, j'ai une base de données assez conséquente quand même. Qui te permet d'être plutôt moins flexible en fait dans de nouvelles situations. Ouais. Si on parle un petit peu maintenant de ton... vas-y, on va parler un petit peu de Atypique. Finalement. Donc, tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est ton rôle chez Atypique et puis qu'est-ce que vous faites concrètement comme activité? Ouais. Alors, chez Atypique, moi je suis responsable produit et technique. Donc j'accompagne Mara, la fondatrice, dans la vision, développer la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'on porte comme mission, stratégiquement, qu'est-ce qu'on choisit de développer comme service, comme produit, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on fait en priorité, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, dans 2 ans, dans 5 ans, etc. Et quand je parle de produits et de services, ça va être à la fois des services très concrets, je vais y venir dans un instant, et puis des services numériques aussi, des produits numériques. Atypique, ça part d'un constat à la base, c'est pas moi qui le dis, c'est Mara qui est partie de là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les chiffres. Il y a un taux de chômage dramatique chez les personnes neuroatypiques et chez les personnes autistes. Mara, elle est autiste, et elle s'est retrouvée en stage, en arrêt, en burn-out, sans savoir pourquoi. Elle a eu ses diagnostics à ce moment-là. Elle s'est confrontée, elle, très tôt au monde du travail. Moi, finalement, j'ai vécu ça plus tard. Le monde du travail, ça m'a apporté des satisfactions aussi et une validation que j'avais pas eue dans le monde social avant. Donc j'ai beaucoup surinvesti le travail pendant longtemps. Mais finalement, j'en suis arrivée au même point qu'elle. Et donc voilà, donc il y a du chômage, beaucoup chez les personnes autistes, et puis pour celles qui sont en emploi, il y a souvent de la douleur. C'est souvent difficile, douloureux quand on est en poste. Il y a des burn-out, justement. Et donc, on s'est dit, mais d'où ça vient, tout ça? Et donc, Mara a émis des hypothèses, et moi je suis allée sur le terrain, je suis allée interviewer des personnes. Je suis designer de métier, mon métier c'est de comprendre
quels problèmes les gens rencontrent, pour ensuite pouvoir imaginer des solutions. Donc la première étape, c'est d'aller interviewer les gens pour comprendre où ça coince, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc je suis allée interviewer des personnes autistes pour leur demander, ok, toi c'est quoi ton expérience du travail? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es au chômage? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à retrouver un emploi? Qu'est-ce qui fait que tu as quitté ton emploi? Tu as eu du monde facilement pour ça, j'imagine, non? Beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Et ce qui revient très souvent, c'est qu'il y a une méconnaissance dans les entreprises de ce que c'est que l'autisme, de ce que c'est que le TDAH. Et la méconnaissance, ça mène à de la discrimination. De la discrimination à l'embauche, de la discrimination quand on est en poste, d'un côté. Et puis, tu as des méthodes de management pas adaptées, tu as des environnements de travail pas adaptés qui vont aussi alimenter le burn-out. Et puis de l'autre côté, tu as des personnes qui, quand elles ont la chance d'avoir décroché un travail, ça a été mon cas, s'accrochent à ça parce que elles se sentent, alors soit elles se sentent trop connues, soit en tout cas elles ont un travail alors que c'est pas forcément évident. Et du coup, elles vont avoir tendance à se suradapter. Et à se suradapter à des situations qui ne leur conviennent pas de base, et ça va les mener au burn-out. Leurs employeurs sont au courant qu'elles sont autistes ou pas forcément? Souvent non, on n'ose pas le dire en entreprise parce que justement on a peur de se faire juger, on a peur de se faire discriminer. Alors ce que j'espère d'ailleurs, ça me permet de transmettre une valeur de 1% également, c'est que ce que j'espère aussi avec ce média, c'est que ça popularise suffisamment le sujet de l'autisme invisible pour que ce soit pas une honte de dire qu'on est autiste à l'entretien d'embauche. À titre personnel, j'ai toujours dit que j'étais autiste et ça m'a jamais empêché d'avoir un job. Mais je pense que pour ça, c'est important de savoir quelles sont ses caractéristiques personnelles, qu'est-ce qu'on a besoin, etc. Bien se connaître pour pouvoir rassurer aussi l'employeur. Mais je pense que d'un point de vue purement employeur et candidat, je pense que si le candidat arrive et dit vers la fin de l'interview, voilà, j'aimerais être sincère avec vous, voilà, je suis autiste, voici comment ça se caractérise, voilà. Ça peut aussi montrer une certaine bravoure de la part du candidat et une certaine sincérité et franchise que d'autres candidats n'auraient pas. Donc je te laisse continuer. Écoute, on espère, nous, qu'avec ce qu'on met en place comme action, ça va inciter toutes les personnes neuroatypiques, qu'elles soient autistes, TDAH ou 10, à pouvoir le dévoiler dès l'entretien d'embauche. Et justement, donc, ce qu'on fait, on s'est dit, on va lutter contre la discrimination, on va faire en sorte que les postes soient plus adaptés, et donc finalement, on va transformer les pratiques au niveau du recrutement et au niveau du management pour rendre le monde de l'entreprise plus neuro-inclusif. Et donc pour ça, on a une solution qui se déroule avec des services. On forme les entreprises. Donc on va former à la fois tous les employés, on va sensibiliser tous les employés d'une entreprise en leur expliquant avec un webinaire qu'est-ce que c'est que l'autisme, qu'est-ce que c'est que le TDAH, qu'est-ce que c'est que les troubles 10, comment ça se manifeste au quotidien, comment ça peut se manifester, si vous avez des collègues qui sont concernés, pour que les collègues ne nous regardent plus comme des bêtes bizarres. Parce que souvent la peur, elle vient de ce qu'on ne connaît pas. On va juger parce qu'on ne connaît pas. Quand les personnes, on leur a expliqué, ah bah oui, là c'est parce que cette personne, elle est autiste, donc neurologiquement, elle va fonctionner comme ça, elle va avoir par exemple une hypersensibilité à la lumière, au bruit, etc. C'est pour ça qu'elle porte un casque dans l'open space. Je donne l'exemple le plus basique qui me vient à l'esprit. Mais du coup, les collègues, ils vont plus me regarder de travers s'ils comprennent que, en fait, c'est pas pour les snobber, c'est pas pour faire mon intéressante, c'est juste que j'ai besoin de ça pour travailler correctement. Donc on sensibilise et on forme de manière vraiment très spécifique, très pratique, les RH et les managers en faisant des mises en situation, des jeux de rôle, en les mettant vraiment en action et en leur donnant des outils. Comment est-ce qu'on fait pour rédiger une offre d'emploi inclusive en mettant plein d'infos en plus pour permettre aux personnes de se projeter? Comment est-ce qu'on fait pour mener un entretien d'embauche inclusif? En pouvant aborder dès ces premiers entretiens la question des aménagements, que ce soit plus un tabou en fait de parler de ça. Souvent, on a des recruteurs, ils aimeraient bien être plus inclusifs et ils savent pas comment faire. Ils sont j'aimerais bien, mais j'ai un peu peur, c'est quoi les mots, comment on peut en parler? Nous, on leur donne le vocabulaire, on leur donne des trames d'entretien en disant voilà, vous pouvez dire les choses comme ça. D'accord. Et donc, voilà, on les accompagne
vers cette inclusion-là, toutes les entreprises qu'on a formées, elles peuvent poster des offres d'emploi en plus, ensuite sur une plateforme, un job board qu'on a créé, que j'ai conçu, j'ai fait la maquette, parcours utilisateur de cette plateforme. Et donc on peut y trouver des offres d'emploi inclusives qui ont été formatées avec plein d'infos, comme je l'ai dit. Et puis les candidates, les candidats peuvent créer leur profil sur cette plateforme. Et sur ce profil, on va pouvoir parler de son expérience, ses compétences qu'on a, un peu comme sur LinkedIn on le ferait, ou sur Malte. Mais on sait que les personnes neuroatypiques, souvent elles ont des parcours un peu atypiques aussi. Elles ont pu s'arrêter dans leurs études, changer de voie, changer de métier, avoir des trous, des fois s'arrêter pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir rendre plus lisibles ces parcours par les recruteurs, en parlant plutôt des compétences. Parce que finalement, imagine, moi je fais du code, mais je fais ça parce que ça m'intéresse, par passion, et j'en ai jamais fait un métier, mais par contre, depuis 10 ans, je fais des projets informatiques à côté de mon boulot, qui n'a rien à voir. Bon, ça peut être intéressant de le faire apparaître quand même sur mon CV, mais je peux pas le mettre dans la colonne expérience professionnelle. Nous, avec le profil atypique, on peut valoriser ça, on peut le faire ressortir. Pareil, j'ai un intérêt spécifique sur un sujet en particulier, un intérêt spécifique sur la radio, c'est mon cas, sur l'audio. J'ai une expertise sur le sujet. Même si ça n'a jamais été une profession, je peux quand même le valoriser dans le monde professionnel. Vous valorisez aussi les centres d'intérêt qui ne sont pas forcément avec l'expérience professionnelle, quoi, c'est ça? En fait, on valorise les compétences, quelle que soit la façon dont elles sont acquises, que ce soit en autodidacte, par des projets perso, dans l'associatif, etc. Et l'autre point vraiment différent et nouveau qu'il y a nulle part ailleurs, c'est que dans le profil atypique, il y a une section qui s'appelle « Mon profil neuroatypique ». Et dedans, on peut parler de ces diagnostics. Est-ce que j'ai une RQTH ou pas? En français, c'est la reconnaissance de qualification de travailleurs handicapés. Ça ouvre la porte à des financements de la part des entreprises. Enfin, des financements, c'est pris en charge par les entreprises. Oui, d'accord. Donc, est-ce que j'ai une RQTH ou pas? Quels sont mes diagnostics? Quel est mon mode de fonctionnement? Quelles sont mes spécificités? Quels sont mes besoins d'ajustement, d'adaptation, d'accompagnement, etc. À nouveau, pour que les recruteurs ils aient ces infos-là dès le départ, on puisse en discuter dès le départ, on puisse parler des aménagements et que ça soit plus un sujet tabou. Et puis la dernière étape, quand une personne est recrutée à travers ce parcours, c'est que on va mettre en place un accompagnement. La personne qui est recrutée, elle va avoir un rendez-vous, il y aura elle, son ou sa manager et une job coach de chez nous pour faire un rendez-vous avant la prise de poste, pour faire un espèce d'audit, voir avec la personne alors de quoi tu as besoin pour pouvoir bien faire ton travail. Tu as besoin de pouvoir porter un casque si tu travailles dans un environnement bruyant, tu as besoin de travailler avec une lumière naturelle et pas une lumière artificielle, tu as besoin d'avoir l'ordre du jour des réunions par écrit et tes instructions par écrit. Moi, c'est mon cas, j'ai un trouble de l'attention aussi. Et du coup, avoir les instructions par écrit, c'est quelque chose qui me permet de bien faire mon boulot. C'est pas un caprice, c'est une adaptation. Bien sûr. Et donc, voilà, on liste tout ça avant même que la personne commence son travail. Puis une fois qu'elle a commencé, on va avoir d'autres rendez-vous de suivi qui vont s'espacer dans le temps et qui permettent d'ajuster. Parce qu'il y a des choses, même quand on se connaît très bien, on découvre sur le long du chemin, quoi, c'est ça. Il faut être sur place, en fait. Ouais, c'est qu'en étant à ton bureau que tu te rends compte que, oui, là, en fait, la clim, elle est vraiment très, très forte. Je suis juste à côté, alors que je suis hypersensible au froid. Peut-être va falloir qu'on ajuste ça et qu'on déplace de bureau. Donc, on va pouvoir, au fur et à mesure, ajuster, s'assurer aussi que l'entreprise, elle fait bien le travail d'inclusion pour lequel elle s'est engagée. Et c'est comme ça que on peut arriver à une inclusion vraiment la plus aboutie possible. Je te remercie déjà pour tout ce partage, premièrement. Donc, au typique, évidemment, il y aura le lien qui sera disponible. Il ne s'agit pas d'une collaboration commerciale dans notre cas. On s'est rencontrés hier avec Clémence. En fait, elle a le stand en face d'une autre. Et j'ai pensé que c'était intéressant de parler aussi de son parcours de vie, et c'est pour ça que je l'ai interviewé. Donc voilà, on parle volontiers aussi de Atypique, mais voilà, il n'y a pas
de but commercial derrière cette vidéo. Je le précise au cas où dans le futur il y avait des collaborations commerciales. Celle-ci n'en est pas une, c'est purement de la bonne volonté de faire quelque chose de sympa ensemble. Ouais. Donc moi je me permets quand même parce que j'ai toujours un regard assez méfiant, voilà, sur le thème de l'inclusion. Est-ce que les entreprises qui demandent des services à Atypique sont des entreprises qui veulent se donner une bonne conscience en engageant des handicapés? C'est un peu dur comme question. Mais c'est très bien de la poser, et en plus on nous la pose souvent. Donc, et je me compte dedans en disant handicapé, parce que ça reste un handicap, l'autisme. Donc est-ce qu'il y a une conscience là-dessus qui veut est-ce qu'ils veulent se dorer l'image, voilà. Est-ce qu'ils veulent redorer leur blason? Exactement. Alors, déjà, la première chose, c'est que nous, on force personne, et on travaille avec les entreprises qui sont volontaires. On va pas courir après des entreprises pour essayer de les convaincre du bien fondé de ce qu'on fait. On a déjà suffisamment d'entreprises qui sont motivées et qui veulent bien faire, qui viennent vers nous. Donc, voilà, ça c'est déjà une première chose à établir, parce qu'on nous demande souvent, mais comment vous allez faire s'ils sont pas motivés, s'ils sont pas partants? On va pas travailler avec eux en fait. On va pas chercher à se battre et à dépenser une énergie qu'on n'a déjà pas beaucoup, à convaincre des gens qui sont récalcitrants. Donc déjà, on travaille avec des entreprises qui sont elles-mêmes convaincues du besoin, de l'intérêt d'être plus inclusives. Pourquoi est-ce qu'elles sont convaincues de ça? Très souvent parce qu'elles ont déjà des personnes concernées chez elles. Nos 2 entreprises pilotes avec qui on a vraiment pu développer la partie accompagnement, la partie recrutement, c'est Ubisoft Bordeaux et Full. Et Ubisoft, ils ont une communauté neuroatypique qui est hyper identifiée chez eux, qui se fait entendre, et donc ils ont déjà cette sensibilisation, cette sensibilité-là, et eux voulaient aller plus loin, parce qu'ils savent que en fait, ces employés-là, même sans passer par nous, ils les ont déjà. Full, ils avaient une personne chez eux, autiste, avec qui ça s'est pas bien passé, et ils se sont dit, on veut pas. C'est une entreprise qui est très humaine, et ils se sont dit, on veut simplement pas répéter ces erreurs-là. On veut pas que cet employé ça soit douloureux, ça soit malheureux pour lui. On veut faire en sorte de rendre l'entreprise réellement plus inclusive. C'est des entreprises qui sont motivées. Peut-être qu'un jour, il y a des grosses boîtes qui vont nous voir et qui vont chercher à faire du handiwashing. Ah bah ouais, nous on recrute avec Atypique, ça veut dire que, vous voyez, on est inclusif. C'est exactement la réflexion que je me faisais tout à l'heure. J'ai fait tout un parcours pour poser la question, mais c'est effectivement ça. Sauf que une entreprise qui arrive en se disant « je vais me donner bonne conscience », mais qui forme de manière effective tous ses RH et tous ses managers, et qui derrière met en place un suivi, pendant lequel nous on s'assure que l'inclusion est bien en place. Nous on est en contact avec les candidats qui sont placés tout du long. Donc en fait, si l'entreprise elle n'est pas inclusive, si finalement elle ne tient pas ses promesses quelque part, on le sait. Nous on a pour vocation à terme de mettre en place un label. Le label il va directement reposer sur ça, sur les retours des personnes recrutées. Il y aura il y a aussi le fait que, en fait, on a mis des garde-fous à peu près à toutes les étapes. Ça serait quoi comme label? Ce serait le label Atypique, qui veut dire que l'entreprise est sérieuse dans sa démarche d'inclusion, là, c'est quoi? Ouais, et que c'est validé sur le terrain par les personnes qui sont effectivement dans l'entreprise. Okay, d'accord, mais vraiment, la façon dont le parcours a été construit, aucune entreprise n'a accès à la profilothèque, ne peut poster d'offres d'emploi si elle n'a pas suivi nos formations. Ça, c'est un premier garde-fou. Ouais, ensuite, les offres d'emploi, elles ont été pensées dans un format que nous, on a formé. Nous, on est concernés, on sait. Parce qu'on a mené des entretiens et parce que nous-mêmes, on a fait des recherches d'emploi et on sait qu'on veut plus d'infos, qu'on veut pouvoir se projeter, que d'avoir, par exemple, une photo des environnements de travail pour savoir, ah bah oui, là, c'est un petit bureau, là, c'est un grand bureau, c'est quel type d'éclairage, c'est comment. Tout ça, ça va nous permettre de faire baisser l'anxiété et de pouvoir se concentrer sur le travail qui nous intéresse, en fin de compte. Donc, voilà, tout ça, le fait de demander un vrai investissement
pas juste en argent, en temps, en énergie, du côté de l'entreprise. Ça reste un investissement financier, mais qui est conséquent. Mais au-delà de l'investissement financier, en fait, si une entreprise, elle s'engage avec nous et qu'elle veut avoir accès à la plateforme, elle va être... C'est inscrit dans la démarche. Il faut qu'elle fasse les choses. Il va falloir qu'elle les rédige, ces annonces, sinon elle ne pourra pas les poster. Deuxième garde-fou, il va falloir qu'il y ait un suivi et que le suivi il soit positif. Troisième garde-fou. Donc en fait, le parcours il est vraiment construit pour que une entreprise qui voudrait faire du handiwashing, peut-être elle a commencé avec ça derrière la tête, mais au final elle aura quand même fait les actions. Moi ce qui m'intéresse c'est les actions, pas les mots. Bon. Drop the mic. Exactement. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc au final, c'est même, en fait, ça serait décourager les entreprises qui veulent faire du handwashing en mettant sur place plein d'étapes qui vont s'assurer de la qualité de la démarche et de la prise en charge. Pas de la prise en charge, mais de l'inclusion. De l'inclusion, de la neuro-inclusion, ouais. Exactement. De la personne et en fait vu qu'il y a tellement d'étapes à passer, les entreprises qui veulent faire ça rapidos pas trop cher, ils vont tous se décourager. Ok, je serais curieux, j'aimerais beaucoup parler avec une entreprise qui fait ce genre de choses d'ailleurs pour voir un peu leur point de vue, parce que moi je suis passionné par tout ce qui est aussi entreprise, business, etc. Malgré moi je dirais, mais quand même financièrement je serais hyper intéressé de voir comment ça se passe du côté de l'entreprise en termes de volonté et résultats, et puis ouais. Alors je peux te dire deux choses. Déjà c'est que à mon avis avec Ubisoft. quand ça sera diffusé, la table ronde sera passée, mais en tout cas mardi prochain on a une table ronde en visio avec un de nos clients pilotes justement Full, et personnes recrutées par notre parcours, d'autres personnes qui étaient là avant que Otypique arrive et soit mis en place, et leurs managers, pour qu'ils nous fassent des retours d'expérience et qu'ils en parlent à tout le monde et qu'ils expliquent ce que ça a changé, le fait que nous on intervienne, qu'on forme tout le monde, c'est quoi l'avant-après Otypique pour cette entreprise. Donc justement, tu pourras avoir plein d'infos là-dessus en suivant cette table ronde. Et l'autre chose que je peux dire, j'ai oublié. C'est pas grave. Mais ça me reviendra peut-être. L'autre chose que je peux dire, c'était sur au niveau de combien ça coûte, je crois. Ouais, c'est ça. Ce que je précise, c'est que les annonces qui sont postées sur le job board, c'est pas des annonces quotas. Elles sont aussi dispo sur tous les autres job boards, sur Welcome to the Jungle, sur Indeed, etc. Pour le même poste. Donc en fait, ils peuvent aussi bien recruter des personnes neurotypiques que des personnes neuroatypiques. Donc vous êtes en concurrence avec Indeed, ouais. En Suisse, on utilise beaucoup de job up, mais c'est Indeed Welcome to the Jungle que je connais pas vraiment en fait, mais moi je suis beaucoup sûr. Sûr que là. Ok, trop bien. Moi je vais, voilà, on va faire une dernière question. Est-ce que tu es heureuse? Ouais. 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 Ah ouais, aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été aussi épanouie. Parce que je sais qui je suis maintenant, je sais comment je fonctionne, et je sais prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui regardent 1% gardent comme information? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de cette interview? Que même si vous vous sentez pas forcément légitime à faire une démarche diagnostique, creusez le sujet, parce que ça fera de mal à personne de vous renseigner sur le sujet. Écoutez des témoignages de personnes concernées, parce que ça aussi, ça aide beaucoup. Si on s'en tient aux critères qu'on a dans les manuels diagnostiques, c'est super dur de se projeter. Parce que ça ne correspond pas à des éléments concrets, à des difficultés concrètes qu'on rencontre au quotidien. Je te dis, moi j'ai fait des études de psycho, donc les critères diagnostiques, je les connais depuis très longtemps. Et pourtant, je suis passée entre les mailles du filet jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et le jour où j'ai commencé à vraiment me poser des questions, c'est quand j'ai vu des témoignages de personnes. Pas des choses qui sortaient des livres, des gens qui racontaient leur quotidien. Et c'est pour ça que c'est génial ce que tu fais avec 1%. C'est pour ça que c'est important. C'est parce que tu donnes à voir justement des personnes qui témoignent
parce que c'est des personnes concernées qui vont s'exprimer sur le sujet, qui vont raconter leur vie, qui vont raconter leurs difficultés. C'est l'idée. Et voilà, tu rends visible des choses qui sont invisibles. Donc merci pour ton travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci Clémence. Merci Phil. Et merci au public aussi, à tout le monde qui est autour de nous mais qu'on ne voit pas ici. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.